Merci Romain. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez au niveau du micro? Parce que j'ai l'habitude de parler en amphi, mais sans micro. Donc, voilà. Ok. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Claire Morelli. Je suis la coordinatrice pédagogique du portail BG2S. Donc, ce qu'on appelle portail, c'est la première année d'une licence qui se déroule en 3 ans. Vous allez voir qu'il y a plusieurs licences qui sont adossées à ce portail. L'objectif ce matin, c'est de vous présenter vraiment les grandes lignes de qu'est-ce que c'est que cette licence, qu'est-ce qu'on peut faire après ou pendant. Et puis, la présentation ne durera pas les 45 minutes. Donc, à la fin, on aura un petit temps pour répondre aux questions génériques. Il y a souvent des questions sur les spécialités qu'il faut prendre en terminale, ce genre de choses. On aura le temps d'aborder tout ça. Et ensuite, dans un deuxième temps, on aura la possibilité de répondre aux questions un peu plus précises de certaines familles qui sont là. Mais voilà, n'hésitez pas à poser des questions en fin de présentation pour des choses qui pourraient concerner tout le monde, finalement. Alors, je teste juste. Voilà, super. Donc, le portail BG2S, c'est un portail qui comporte 3 mentions de licence. Donc, BG2S, c'est biosciences, géosciences. Pour les parents qui seraient là et qui auraient fait des études il y a longtemps, avant, on appelait ça SVT. Donc, des fois, on a tendance à chercher aussi dans Parcoursup encore SVT. Donc, maintenant, vous ne trouverez plus cette mention-là, en tout cas pour la première année. Et c'est donc BG2S à la place. Adossé à cette première année, on a donc une L2 et une L3, donc deuxième et troisième année de licence, qui sont réparties en 3 mentions. Une mention sciences de la Terre, donc avec la géologie, les géosciences. Une mention sciences de la vie et de la Terre, c'est là qu'on retrouve l'appellation SVT, qui est en fait une filière pour devenir enseignant, essentiellement de SVT, ou professeur des écoles, donc une filière qui conduit au concours de l'enseignement, le CAPES, l'agrégation, au master MEF, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et puis une mention sciences de la vie, donc c'est la licence de biologie, c'est celle qui recueille en général le plus d'étudiants à l'issue du portail. Alors, ce portail, c'est vraiment l'occasion de tester pour vous, quand vous arrivez, les matières qui vous plaisent et ce que vous voulez faire après. Donc, il est assez pluridisciplinaire. Bien sûr, il y a de la biologie. Il y a aussi de la géologie, donc des géosciences, puisque, on l'a dit, les 2 licences sont adossées au même portail. Et bien évidemment, on ne peut pas se passer des sciences un peu plus dures, entre guillemets, donc les mathématiques, la physique et aussi la chimie. Donc 20% d'enseignements transversaux qui comportent de l'anglais, du sport, de l'accompagnement à l'orientation, parce qu'on a aussi beaucoup d'étudiants qui viennent ici sans vraiment avoir de projet professionnel précis. Donc on va vous accompagner pour pouvoir définir ce projet professionnel, et l'équipe du SOI qui organise ces journées est là pour gérer cet accompagnement de grande qualité. Ces enseignements transversaux, ils sont remplacés par les enseignements de licence Accès Santé, pour ceux d'entre vous qui viendraient en licence Accès Santé chez nous. Donc les 80% d'enseignements scientifiques sont les mêmes, mais les enseignements transversaux sont différents selon que vous êtes en parcours classique, on va dire, et en parcours Accès Santé. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est en première année? On a déjà donc des géosciences. Ces géosciences, on a une UE essentiellement. Donc, une UE, c'est unité d'enseignement, c'est une matière, si vous voulez. Donc en gros 10% de l'année qui correspond à ces géosciences. Et pour les étudiants qui souhaiteraient s'orienter en sciences de la Terre par la suite, pour les étudiants qui souhaiteraient s'orienter en sciences de la Terre par la suite, vous avez la possibilité de prendre un peu plus de géologie et donc de substituer une des unités d'enseignement de bio à un complément en géologie qui se nomme Géologie Rhône-Alpine, qui vous permet de faire des sorties de terrain dans les environs pour comprendre la géologie de la région lyonnaise. Donc en géosciences, on parle du système solaire, de la structure de la Terre, des risques géologiques, donc ça ce sont des choses que vous avez déjà fait au lycée. Et puis on aborde à nouveau les crises biologiques. On a une grosse partie d'enseignement qui traite d'évolution, puisque les sciences de l'évolution, la phylogénie, vous en avez aussi fait dans le secondaire, et c'est une grosse voie d'orientation pour nous. Et puis, on fait de la cartographie.
Donc, études de cardiologie, études de SIG, tous les systèmes de représentation, Google Earth, etc., Géoportail, donc beaucoup de numérique. On a énormément de collègues géologues qui sont des geeks et qui travaillent derrière leurs ordinateurs à planifier des missions. On a une collègue qui pilote des robots qui sont sur Mars, et en fait, elle est tout le temps derrière son ordinateur. Donc, il y a pas mal de cartographie liée à tous ces systèmes de repérage dans l'espace et aux nouvelles technologies. En biologie, eh bien là, c'est assez instinctif en général pour les élèves futurs étudiants. Ça correspond à tous les domaines que vous avez pu traiter quand vous étiez en SVT au lycée. Donc, on va étudier la physiologie humaine, animale, la respiration, la circulation, la digestion, etc. On va faire des enseignements de génétique, ensuite de la biologie cellulaire, tout ce qui est biochimie, donc qui rejoint un petit peu la génétique et la biologie cellulaire par certains aspects. Et puis, on étudie la biodiversité, donc avec la biologie végétale et animale, les différents plans d'organisation, le fonctionnement des végétaux, etc. Donc, ça vous donne un aperçu à l'issue de cette première année de toutes les thématiques, mais de façon un peu plus précise que ce que vous avez vu de façon, on va dire, plus globale au lycée. Et à l'issue de cette formation, vous êtes censé avoir finalement une idée de ce qui vous plaît le plus pour pouvoir vous orienter correctement en deuxième année et choisir votre formation. Alors, comment ça fonctionne l'enseignement à l'université? Ça, c'est souvent la grande question. Vous avez l'impression que vous allez être comme là en amphi toute la journée, que ça va être pénible. Alors, il y a une partie d'amphi qui peut être assez pénible en début d'année, parce que vous n'êtes pas habitué, et puis il y a beaucoup plus d'amphi en début d'année, et ça se diminue au fur et à mesure que les travaux pratiques, les travaux dirigés se mettent en place, le temps de constituer des groupes. Mais globalement, il n'y a qu'un gros tiers de la formation qui constitue des cours magistraux, et là, vous êtes dans un des plus grands amphis de l'université, mais finalement, les amphis classiques, ce sont ceux qu'il y a dans les autres bâtiments qui sont un peu plus petits, et le maximum, c'est 200 étudiants par amphi, et en réalité, la jauge fait qu'en général, on est aux alentours de 150 étudiants dans l'amphi. Donc on n'est pas comme là, vous êtes 430, je crois, 420. Voilà. Dans cet amphi, vous voyez, on serait moitié moins si on était en cours ensemble. On a aussi donc énormément de travaux dirigés. Donc là, les travaux dirigés, ça correspond à ce que vous avez l'habitude de vivre, vous, au lycée, c'est-à-dire des groupes de 38 étudiants maximum. En général, ça tourne autour de 35, avec un enseignant dans une salle de classe classique où on fait des exercices, des manipulations, théoriques, on retravaille des éléments du cours, on fait des entraînements, etc. Et puis, il y a quand même des travaux pratiques, 15% de travaux pratiques. En réalité, ces travaux pratiques augmentent au fur et à mesure des années. En deuxième et troisième année, bien sûr, il y en a plus, tout simplement parce qu'il y a moins d'étudiants et que vous êtes séparés dans différentes filières, donc c'est plus simple à gérer. Là, en première année, vous êtes environ 700. Faire des travaux pratiques pour 700 étudiants, ça demande de la place, du matériel, donc c'est forcément un petit peu limité. Les travaux pratiques, ça va de réaliser des études génétiques, donc des PCR, des électrophorèses, voilà, sur de l'ADN, ou des choses plutôt en biochimie, des dosages biochimiques, et puis aussi des dissections, des coupes de végétaux, donc il y a quand même des choses assez variées. Et puis, il y a des sorties de terrain qui sont essentiellement dans des domaines associés soit à tout ce qui est environnement, soit associés à la géologie. On a aussi la botanique, on va au parc La Tête d'Or qui est juste à côté, pour mettre en pratique finalement tout ce qu'on a vu en classe, en TP, sur les paillasses. On va voir en pleine nature ce que ça donne. Pas mal de choses là-dessus. Et là, c'est pareil, si vous aimez être dehors, il y a des filières où finalement la proportion de sorties sera beaucoup plus grande parce que vous vous destinez à des métiers où vous allez être beaucoup sur le terrain. Je pense à tout ce qui est écologie, environnement, biodiversité. Et puis à l'inverse, il y a des filières où il y aura plus de sorties de terrain, mais beaucoup plus de TP. Par exemple, tout ce qui est biochimie, où là, on est beaucoup en laboratoire et on travaille sur place. Alors, beaucoup d'entre vous sont en plein questionnement Parcoursup. C'est la période. Alors, pour Parcoursup, comment est-ce qu'on candidate pour venir dans cette licence? Vous avez l'accès essentiellement par le nom du portail, donc BG2S dans Parcoursup. Si vous mettez licence sciences de la Terre, licence sciences de la vie et de la Terre ou licence sciences de la vie, vous retombez normalement
automatiquement sur le portail BG2S, puisque c'est le point d'entrée dans ces différentes licences. Voilà. Donc, ça, c'est pour le vœu. Et ensuite, vous avez deux sous-vœux. Un sous-vœu classique et un sous-vœu accès santé. Voilà. Donc là, c'est à vous de voir. Donc ça ne compte pas, la licence accès santé ne compte pas comme un vœu, c'est simplement un sous-vœu dans Parcoursup. Voilà, donc au niveau de la gestion du nombre de vœux, c'est un petit peu différent. Je pense qu'on aura la question après, mais je peux en dire un mot par rapport aux spécialités de première et de terminale. Nous, ce qu'on attend, ce sont des spécialités scientifiques. Bien évidemment, si vous avez fait SVT, vous êtes avantagé par rapport aux autres parce que vous avez des connaissances plus solides. Mais notre priorité, ce sont des spécialités scientifiques. Voilà. Donc, si vous avez fait maths physique, vous serez un tout petit peu moins bien classé dans l'algorithme au départ, mais vous serez quand même bien classé et vous pourrez quand même accéder à la licence. D'accord ? C'est pas obligatoire d'avoir fait SVT, bien sûr, c'est conseillé. Et après que vous ayez fait SVT physique, SVT maths, il faut bien penser que l'algorithme, on le paramètre en donnant des coefficients à vos notes de votre scolarité. Mais du coup, ce qui est rentré dans la moulinette, ce sont les notes. Donc, soyez stratégique et prenez les spécialités où vous êtes le plus à l'aise pour avoir les meilleures notes. C'est quand même ça qui vous donne les meilleures chances d'être bien classé. Si vous prenez maths parce qu'il faut avoir maths et que c'est un affichage, mais que vous vous retrouvez avec 10,5 de moyenne à votre spécialité maths, c'est pas comme ça que vous allez remonter dans un algorithme. Alors, chez moi, c'est pas très gênant parce que on est une licence, une formation non sélective. Donc, on classe tout le monde et on appelle dans l'ordre. Mais pour des formations sélectives, si vous avez la bonne spécialité avec des mauvaises notes, c'est pas forcément plus stratégique que d'avoir des très bonnes notes dans une autre spécialité. Donc, il faut toujours peser le pour et le contre par rapport au degré de restriction apporté par les formations qui vous intéressent. Et donc, encore une fois, chez nous, spécialité scientifique, c'est l'essentiel. Alors, quelle réponse on donne à votre candidature dans Parcoursup ? Eh bien, soit on vous donne un oui, soit on vous donne un oui-si. Le oui-si, c'est en fait un accès à un parcours aménagé. Donc, cette réponse oui-si, elle vous donne accès à une première année de licence étalée sur 2 ans, avec du tutorat, du soutien, un accompagnement renforcé, une pédagogie un petit peu différente, en petits groupes. C'est essentiellement pour les étudiants qui n'ont pas du tout un profil scientifique de base, qui auraient des grosses lacunes dans la formation. On leur laisse quand même une chance de venir, mais on sait que c'est un petit peu compliqué de franchir cette marche de l'entrée à l'université, et donc on les accompagne différemment. Ça, c'est la deuxième possibilité. Et ensuite, le vœu qui stresse en général les parents, c'est le vœu en attente. Parce que, comme je vous l'ai dit, on est non sélectif, donc on classe tout le monde et on appelle dans l'ordre. Et il faut attendre que les premiers de la liste refusent le vœu de licence au fur et à mesure de l'acceptation dans d'autres formations plus sélectives pour que les places se libèrent. Donc, dans certains cas, c'est un petit peu stressant parce que certaines familles nous contactent en disant « mais moi, j'ai pas de réponse, on est au 14 juillet, je commence à paniquer ». Donc, en général, on descend très bas dans la liste, voire on arrive à aller jusqu'au bout. Ça dépend des années, du nombre de dossiers. En général, on appelle au moins jusqu'à la 5000e place, on va dire, historiquement, même des fois plus, sur 7 ou 8000 candidats. Et si vous êtes de l'académie ou si vous êtes hors académie, je peux peut-être en dire un mot tout de suite aussi. Donc, quand vous êtes de l'académie, de toute façon, le rectorat se doit de vous trouver une place quelque part. Donc, après, on a aussi, dans certaines licences, des phases complémentaires en fonction des places qui peuvent rester pour que vous puissiez accéder à la formation qui vous intéresse. Si vous êtes hors académie, malheureusement, nous n'avons pas la main sur le taux de personnes hors académie qu'on a le droit de prendre dans les formations. C'est le rectorat qui définit ça. Donc, nous, on vous classe, que vous soyez de l'académie ou pas, de la même façon. Tout le monde subit le même algorithme. Et ensuite, c'est le rectorat qui dit combien de pourcentage d'extérieur on a le droit de prendre. En général, c'est autour de 5%. Voilà. Et donc, après, une possibilité, c'est faire un vœu dans votre académie d'origine et faire la première année là-bas et venir chez nous en deuxième année où là, finalement, on n'a plus Parcoursup et on sélectionne sur dossier. C'est des fois le plus simple. Voilà. On reparlera de tout ça s'il y a des questions. Alors, comment est-ce qu'on fait pour réussir chez nous ? Ça, c'est souvent une question qu'on nous pose. Alors, les taux de réussite peuvent avoir l'air assez bas. On a la moitié d'une promo de primo-entrants qui réussit sa première année en 1 an. L'autre moitié, soit s'en va, soit a besoin d'une deuxième année de redoubler pour finir de valider son année. Alors,
pour les 50% qui réussissent la première année en 1 an, qu'est-ce qu'on a identifié, nous, comme facteur de réussite? Eh ben, c'est pas compliqué, il y en a 2 essentiels, l'assiduité et le travail. C'est pas très original. Donc, pour réussir, bien sûr, il faut être présent. On l'a dit, il y a à peu près 23-25 heures de cours par semaine. Donc, les étudiants qui réussissent sont les étudiants qui viennent sur le campus. Et puis, quand vous sortez d'un cours d'amphi, quand vous avez fait 2 heures d'amphi, si vous pensez que vous avez terminé le travail, c'est une grosse erreur. C'est-à-dire que derrière, il faut reprendre son cours, sélectionner les infos, trier, télécharger les diaporamas, etc. Et donc, on considère qu'il y a à peu près la même quantité de travail à la maison que de présence en classe. Donc, si on compte 23 heures de présence en cours et qu'on double ça, on est à une semaine d'à peu près 50 heures de travail pour espérer avoir un résultat satisfaisant. Ces étudiants qui sont présents et qui travaillent réussissent. Voilà. Après, il y a d'autres clés qui vous aident un peu plus. C'est le fait de savoir pourquoi vous êtes là. La motivation, c'est important. Qu'est-ce que vous visez? Des fois, c'est difficile. On est en amphi, on fait plein de matières, dont certaines nous plaisent moins que d'autres. Donc, il faut avoir un projet professionnel, savoir si vous voulez poursuivre ou pas, vous arrêter, aller en licence pro, faire un master, pour quel métier ou quelle catégorie de métier. Et c'est là qu'on vous accompagne avec le soir pour pouvoir justement vous proposer des perspectives intéressantes. C'est beaucoup plus facile d'être motivé quand on sait pourquoi on est là. Mais le fait de ne pas savoir, c'est aussi une belle opportunité. Sur ces 50% d'étudiants qui ne réussissent pas, tout le monde n'est pas en échec. Certains ont profité de cette année-là pour affiner leur choix, pour aller explorer d'autres possibilités et pour savoir où ils veulent être. Et on les accompagne dans la réorientation pour que l'année suivante, ils soient à leur place. Et c'est pas forcément un échec que de ne pas valider sa première année. Ça peut aussi être une vraie réorientation et un vrai début de vie d'adulte et de vie professionnelle qui démarre. Bien évidemment, si vous êtes bien dans votre vie, que vous pouvez faire du sport, sortir avec vos amis, être logé correctement, c'est un facteur de réussite également. Et puis l'intégration, le fait de travailler à plusieurs. Nous, on a les équipes du tutorat, on va en parler juste après. On a des associations étudiantes qui organisent plein de choses pour la cohésion entre les étudiants. On a une bibliothèque avec des petites salles pour travailler à plusieurs. Donc, on a vraiment tout ce qu'il faut pour que vous puissiez faire des rencontres et ensuite bien vous intégrer et puis avoir une dynamique de groupe qui est toujours favorable. On a mis un dernier élément, c'est la proactivité. Bien évidemment, le fait de participer en cours, de poser des questions, d'interagir avec les enseignants, ça vous aide à vous faire une idée précise de ce qu'on appelle le contrat pédagogique, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être vraiment posé aux examens, en gros. Et ça vous aide à réussir, comme dans n'importe quelle matière. Quand on sait de quelle façon on va être évalué, c'est plus facile d'y arriver. Alors, un point de grand questionnement sur l'université, c'est le fait d'être lâché dans la nature. On a cette représentation qu'on arrive dans un truc énorme, avec plein de monde, et on est livré à soi-même. Alors, ça peut être un peu vrai dans le sens où il y a un grand campus, mais déjà, on a une semaine d'intégration où vous apprenez à vous repérer sur le campus, à connaître les différents services qui vous intéressent, les différents services qui sont proposés aux étudiants. Et puis, vous n'êtes pas seul, puisque nous avons des enseignants référents. Donc, ces référents pédagogiques, c'est un enseignant qui s'occupe d'une trentaine d'étudiants de façon privilégiée, on va dire. Donc, certains sont là dans l'amphi aujourd'hui, des enseignants référents, justement pour avoir les infos, pour voir un peu à quoi ressemblent nos étudiants de l'année prochaine. Donc, on est dans un suivi assez fort, surtout en début de licence, où finalement, les étudiants ont nos numéros de portable, ça vous sont nos bureaux, peuvent nous contacter. Donc au début, c'est plutôt des infos du style « je trouve pas tel amphi » ou « j'arrive pas à accéder à mon emploi du temps ». Et puis rapidement, ça va être des conseils de méthodologie pour le travail, ça va être des informations sur les possibilités de L2, L3, les réorientations, etc. Donc c'est un suivi pendant toute la scolarité de l'étudiant. Et puis on a un tutorat. Donc là, c'est l'enseignement par les pairs. On a des étudiants de 3e année, de Master 1, de Master 2, qui organisent des séances de travail, de révision en groupe, accessibles gratuitement, sur inscription ou pas, ça dépend des dispositifs, pour que les étudiants qui en ressentent le besoin puissent travailler avec des personnes qui les aident à avancer dans les matières où ils rencontrent des difficultés. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans après notre portail? Donc, le premier, je ne sais pas s'il y a un petit...
Ici, ça correspond à la première année. D'accord, donc ce que j'ai décrit avec les 80% d'enseignement scientifique. Et ensuite, vous avez sciences de la vie et de la terre et sciences de la terre. Ça nous donne 13 parcours de licence générale. Donc dans ces parcours, vous avez tout un tas de spécialités. Donc les plus évidentes, biochimie, biologie cellulaire, génétique, ça ressemble à ce qu'il y avait en première année. Mais on a aussi de la microbiologie. On a un parcours dédié aux neurosciences qui intéresse beaucoup nos étudiants. On a un parcours dédié au végétal. On a aussi une partie bioinformatique, biomaths, plus une double licence il y aura une présentation à 14 heures de la double licence biomaths pour ceux qui vraiment voudraient faire des maths à plus haut niveau. Voilà, donc là on est dans des filières où globalement c'est quasiment le plein emploi, c'est-à-dire on est spécialisé, on sort de la licence, bien sûr il faut faire un master, vous ne pouvez pas travailler après la licence, vous n'êtes pas concurrentiel des étudiants qui sortent d'un BUT, mais par contre vous allez en master. On a des masters adossés à chacun de ces parcours de licence. Et ensuite, après le master, on a des bassins d'emploi qui sont relativement importants sur la région lyonnaise. On a aussi en géosciences plusieurs parcours. Donc un parcours de géologie générale cohabilité avec l'ENS. Et on a un parcours géonat qui est plus de la géologie appliquée aux risques naturels. Voilà, là aussi avec pas mal de débouchés. Bien sûr, la physiologie dont on a parlé tout à l'heure et tout ce qui est sciences de la biodiversité que vous connaissez aussi depuis la terminale. Voilà, donc nous avons 13 parcours de licence générale et ça se fera progressivement. En deuxième année, vous choisissez plutôt biologie, plutôt géologie ou le parcours pour être enseignant. Et ensuite, une fois que vous êtes dans ces parcours-là, en troisième année, vous choisissez le parcours plus spécifique. Bien évidemment, vous commencez à déjà choisir des options qui vous intéressent dès la deuxième année. D'accord ? Il y a une spécialisation progressive. Si vous voulez faire du végétal, vous aurez beaucoup plus de végétal déjà en deuxième année avant d'intégrer la troisième année sciences du végétal qui est complètement dédiée. Voilà, donc c'est quelque chose de progressif. On a des licences professionnelles. Pour ceux d'entre vous qui démarreraient la licence et qui, au bout de 1 an ou 2, se disent « mais en fait, moi, je ne veux pas faire de master, je ne veux pas poursuivre », on a des licences professionnelles qui permettent de rattraper cette filière un peu plus professionnalisante des BUT et donc de pouvoir trouver un emploi avec +3. Et on a 5 parcours privilégiés de licences professionnelles, mais bien évidemment, il y en a plein d'autres. Là, ce sont celles proposées chez nous, à Lyon. Voilà. Donc avec gestion des risques, analyse et inventaire de la biodiversité pour ceux qui voudraient faire plus de l'écologie et de l'environnement, microbio, donc en lien avec la production alimentaire, biochimie et puis biotechnologie. Alors, on a aussi pas mal de questions souvent sur le cursus vétérinaire, donc préparation à l'entrée dans les écoles nationales vétérinaires. Alors, pour pouvoir faire cette formation, c'est le cursus classique, d'accord ? C'est ce qu'on vous a mis ici, c'est-à-dire que vous êtes en sciences de la vie classique, mais en deuxième année, vous allez en gros être sélectionné pour entrer dans un parcours où on va renforcer les éléments qui sont importants pour le concours vétérinaire. Donc, comment ça fonctionne ? Vous avez, donc déjà, c'est très sélectif puisque, comme on vous met dans la diapositive, il y a 700 candidats et 68 places seulement au concours veto. Donc, on ne va pas prendre une classe de 50 étudiants pour accéder à ce concours. Ce serait utopique de penser que tous les futurs vétérinaires vont venir de chez nous. Donc, nous, on a une formation où on prend en gros 20 à 25 étudiants selon les profils. Des étudiants qui, en première année, ont aux alentours de 15 de moyenne générale et qui sont dans les 5% les meilleurs, en gros, de nos étudiants. Et ensuite, on les forme, notamment avec de la chimie, puisque, comme vous le voyez ici au concours, à l'écrit, vous avez dans votre dossier scolaire qui est comptabilisé et une épreuve de chimie. Donc, l'enseignement est renforcé en chimie en deuxième année. Et puis, pour les oraux, vous avez un entretien professionnel de l'anglais et des questions de sciences et société. Donc là, c'est pareil, on vous forme pendant la deuxième année sur ces questions d'éthique animale, de sciences et société, pour pouvoir préparer l'oral du concours. Bien évidemment, on vous met que ça nécessite beaucoup de travail dès le post-bac parce qu'il vous faut des stages. Il y a une très forte corrélation entre les stages effectués auprès de vétérinaires et la réussite au concours.
Ça veut dire qu'il ne faut pas se réveiller en fin de première année en disant « Ah, je vais faire la prépa veto et puis présenter le concours ». Si vous n'avez pas déjà, dès la première année, anticipé en trouvant des stages pendant l'été, par exemple, ça ne fonctionnera pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a fait cette licence et un master associé donc en BG2S? Eh bien, il y a énormément de débouchés, de domaines qui, logiquement, correspondent aux matières qu'on enseigne. Donc, les biotechnologies, l'agroalimentaire, l'environnement. Bien évidemment, recherche-enseignement, qui sont les deux voies auxquelles on pense automatiquement quand on pense à l'université en général. Souvent, on dit bah, « Tu veux faire quoi à part prof ou chercheur ?» C'est quand même une filière qui existe. Il n'y a pas énormément de débouchés en recherche. C'est un milieu qui est très compétitif, mais c'est possible. Et puis, bien sûr, tout ce qui est monde animal, végétal, les géosciences dont on a parlé, et la santé, en particulier avec les licences accès santé. Il y a énormément de métiers, je ne vais pas les détailler ici, vous les trouverez dans la présentation en ligne. Et puis, il y a des fiches métiers aussi proposées par le SOA pour avoir un peu plus de détails sur tout ça. Mais globalement, ce sont essentiellement, à l'issue des masters, des métiers à niveau cadre. Donc, on encadre des personnes. Pour être plutôt dans quelque chose au niveau technicien, en général, on s'arrête à Bac+3. Donc, dans ces cas-là, c'est plutôt les licences pro qui sont privilégiées, voilà, selon le niveau d'études. Alors, vous serez accueillis sur le campus que vous avez commencé à apercevoir aujourd'hui. Donc, c'est un campus qui est en constante rénovation. Il y a énormément de bâtiments et tout est fait pour le rendre de plus en plus agréable avec l'organisation de beaucoup de lieux de convivialité. On a une bibliothèque universitaire avec des coins lecture, un rayon manga qui est un des plus grands d'Europe, je crois. Et puis, on a une très bonne desserte TCL. Donc, c'est un campus qui, globalement, est assez accessible et agréable à vivre. On a aussi pas mal d'espaces verts qui ont été créés ces dernières années. Et on a énormément d'activités proposées, notamment des activités sportives. Donc, il y a le sport dans le cadre de l'enseignement, mais il y a aussi la possibilité d'accéder aux infrastructures en dehors pour une pratique personnelle dans pas mal de domaines. On a une mission handicap avec un service de santé universitaire qui est extrêmement performant et qui fait que finalement, chez nous, personne n'est dispensé d'activité physique. Jamais. Tous les cas de dispense sont traités pour avoir un sport adapté ou éventuellement même faire de l'arbitrage, des choses comme ça. Donc, le but, c'est d'inclure tout le monde dans cette pratique sportive. Et on a aussi une offre culturelle extrêmement développée avec, dans ce bâtiment Astrée, justement, pas mal de choses qui sont proposées, donc théâtre, danse, de la musique, du cinéma, des projections aussi, avec des événements culturels qui sont gratuits pour tous les étudiants et assez de bonne qualité. Là, on vous a mis l'exemple des prochains spectacles qu'il va y avoir, et donc ce sont des choses qu'on trouve dans une offre culturelle lyonnaise classique. Hein. Ce n'est pas des productions au rabais pour nos étudiants. Au contraire, c'est plutôt un accès privilégié. Voilà. Alors là, je vous remets le QR code donc, avec le portail lycéen où vous retrouverez toutes les infos, à la fois sur notre portail, mais sur toutes les formations que vous allez voir aujourd'hui. Et puis, moi, j'en ai terminé pour ma présentation. Il nous reste une petite dizaine de minutes si jamais il y a des questions. Voilà, question plutôt générique. Et si vous avez des cas particuliers, ça ne sera pas la peine de descendre en bas de l'amphi quand quand on coupera le micro. Moi, j'irai aussi dans la salle en haut, donc on pourra répondre aux questions en haut. Mais là, s'il y a des choses un petit peu plus génériques, je peux répondre aux questions. Je vous remercie pour votre attention. Alors, cette dame demande si dans Parcoursup, quand l'étudiant est en attente, est-ce qu'on a connaissance du rang et du classement? Oui, vous avez connaissance du classement, du nombre de candidats, du nombre de candidats déjà appelés et du nombre de candidats qu'il reste à appeler. Donc, normalement, vous êtes au courant de tout. Pensez dans Parcoursup à aller voir quand vous faites vos vœux tout en bas des feuilles, des fiches de formation. Vous avez pas mal d'infos un peu cachées tout en bas de la page sur l'algorithme, la façon de sélectionner, etc., qui est quand même intéressant pour les familles et qui vous donne pas mal de billes pour pouvoir postuler correctement.
Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis Sylvie Dupré-Couturier, je suis responsable de la licence Sciences de la vie. Je voudrais revenir sur un point qu'a évoqué ma collègue concernant cette licence généraliste. On est bien d'accord que lorsqu'on fait une licence généraliste, il n'y a pas ou peu ou très peu d'insertion professionnelle à Bac+3. Donc, quand on s'engage dans une licence généraliste, on a un objectif de Bac+5, c'est-à-dire qu'on envisage à l'issue de la licence un master. Donc, vous voyez qu'en licence sciences de la vie, on a une formation qui est assez riche, hein, de par la présence des 10 parcours, des 10 spécialités. Et l'Université Lyon 1 propose des masters dans la continuité des parcours de licence. D'accord? Donc, quand vous regardez la licence SV, par exemple, vous regardez également les masters qui sont adossés à cette licence. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et j'avais un deuxième point. Il y a beaucoup d'élèves qui hésitent entre l'AS et un L1 classique, portail BG2S. Vous aurez une conférence LAS un petit peu plus tard, mais moi je veux vraiment insister en disant que si vous choisissez la LAS, qui veut dire licence accès santé, c'est que vous avez un réel projet de poursuivre en études de santé. N'imaginez pas que de faire une LAS, c'est un bonus pour rentrer en master. Pas du tout. D'accord? Donc, si vous voulez vraiment poursuivre en études de santé, vous vous inscrivez dans une LAS. Mais si votre poursuite d'études n'est pas en santé, ne choisissez pas, ne cochez pas la LAS. D'accord? Effectivement, là, sur la partie LAS, c'est vraiment une grosse charge de travail. Vous avez les 20% d'enseignements transversaux qui sont remplacés par les modules accès santé, mais ces modules accès santé correspondent à beaucoup plus que 20% du total de la formation. Donc, c'est vraiment une surcharge de travail, ça demande d'être assidu. Ça démarre dès le mois d'octobre et vous avez quand même 2 formations finalement à suivre en parallèle. Donc, ça demande d'être motivé et d'avoir des capacités de travail non négligeables. Voilà, il faut être conscient quand vous vous lancez quelque part de l'investissement que ça va demander. Voilà, on a plus d'une vingtaine de masters à l'Université Lyon 1 adossés à notre grosse dizaine de parcours proposés. Donc, il y a vraiment pas mal de choix en interne. Bien sûr, il y a des masters dans toute la France, mais vous pouvez déjà commencer à vous projeter. Et les enseignants que vous aurez en L2, L3 sont ces mêmes enseignants qui pilotent et qui gèrent ces masters. Donc, vous commencez déjà à vous projeter, à avoir des infos à la source sur à quelle sauce vous allez être mangé après jusqu'à votre Bac+5. Voilà. Alors oui, on n'a pas parlé d'évaluation. Alors les évaluations, on est à l'université, donc bien évidemment, il y a une part non négligeable de contrôles terminaux, hein, les partiels, comme on disait avant. Enfin, voilà. Ces contrôles terminaux, ils sont en fin de semestre dans chacune des matières, mais on a aussi une part de contrôle continu, notamment pour toutes les parties TP qui sont évaluées pendant le semestre, et aussi certaines UE qui ont choisi de rajouter des évaluations de travaux dirigés, typiquement en biochimie par exemple, à mi-semestre. Donc c'est très variable d'un enseignement à l'autre. Il y a en gros des périodes d'évaluation. On va dire qu'à chaque semestre, le premier mois et demi est relativement libre de toute évaluation. Et au bout d'un mois et demi, ça commence régulièrement. Évaluation de TP, évaluation de TD, et puis ensuite le contrôle terminal. Et un rattrapage. Le rattrapage a lieu au mois de juin pour l'ensemble des matières que les étudiants ont suivies pendant l'année. C'est un rattrapage commun pour tout le monde. Alors, quelle moyenne? Il faut avoir 10 de moyenne, c'est-à-dire que c'est un système classique où les UE scientifiques se compensent entre elles et il faut avoir 10 de moyenne générale. Bien évidemment, si vous voulez avoir un dossier attractif, on va dire, l'idéal, c'est que les étudiants aient validé avec 10 chacune des matières. Mais c'est possible, par exemple, si vous avez 8 en génétique et que vous avez 12 dans le lieu de biodiversité, ça va se compenser, vous avez 10 de moyenne, vous passez dans l'année supérieure. La partie transversale, elle est validée par compétence. Donc, elle est à part du reste. Et là, ça passe ou ça casse, il faut tout valider pour pouvoir passer en deuxième année. Et puis ensuite, par rapport au master, alors en général, un étudiant qui a fait ses 3 années de licence en 3 ans sera pris en master. Ceux pour qui ça pose question, c'est plutôt ceux qui vont mettre 4, 5, 6 ans pour faire leur licence avec des parcours un peu plus chaotiques ou en fonction des justifications. Si bien sûr il y a des vraies raisons de travail,
de santé qui expliquent cela, il n'y a pas de souci. Mais par contre, effectivement, si les résultats ont été un petit peu poussifs, dans ce cas-là, on a certains étudiants qui ne sont pas pris en master. Ils arrivent toujours à trouver une place quelque part, mais en tout cas, ils ne seront pas pris chez nous. Voilà. Pour ceux qui préparent la l'accès santé, est-ce qu'au niveau de l'emploi du temps, il y a une journée banalisée pour le Alors non, au niveau de l'emploi du temps, il y a une organisation, c'est-à-dire que ces enseignements transversaux sont sur une journée précise, mais ça ne correspond pas à une journée banalisée, ça correspond à une journée dédiée à ces enseignements, sauf que la quantité de contenu est supérieure au temps de la journée, puisqu'il y a énormément de choses vidéo, des capsules à regarder, des enseignements en ligne à effectuer. Donc, il y a bien 1/5 de l'emploi du temps qui est dédié à ces enseignements-là, mais ça demande plus qu'1/5 du temps de travail. C'est pas vraiment banalisé pour du travail personnel, c'est de l'enseignement. Voilà. Allez. Est-ce que c'est intéressant sur un Erasmus à quel moment de Alors, la mobilité interne, donc madame demande est-ce que c'est intéressant de faire un Erasmus? Alors, Erasmus, c'est un des programmes, mais il y a en fait beaucoup de programmes de mobilité internationale. On a un service dédié à la mobilité internationale, on a des enseignants référents dédiés. Donc, dès la première année, on organise des réunions d'information. Les étudiants se présentent. S'ils sont intéressés et qu'ils ont un bon dossier, c'est toujours pareil. Il faut quand même avoir des résultats suffisants pour pouvoir prétendre à un échange avec l'étranger. Vous pouvez partir en 2e année, en 3e année, selon les pays et les programmes qui sont proposés. On a un accompagnement pour ça. Par contre, encore une fois, ça nécessite du travail de l'étudiant, une grande implication parce qu'il faut préparer son programme. Souvent, il y a des examens de langue à passer. Il faut contacter l'université dans laquelle on veut aller pour qu'ils nous proposent des cours pour faire valider par les enseignants ici un programme d'échange. Donc, c'est pas je me réveille un matin comme ça et je dis tiens, je vais partir faire ma 2e ou ma 3e année à l'étranger. Ça demande un vrai travail, mais en tout cas, c'est possible. Oui, donc attention, hein, l'entrée en master, elle est quand même bien sélective. Hein. Donc il faut absolument avoir de très bonnes notes en licence. Et plus les notes sont bonnes, plus les portes s'ouvriront. Hein. Là, je vous apprends rien, mais ça vaut le coup de le répéter. J'avais juste un dernier point sur lequel je voulais revenir, parce que j'ai eu beaucoup de questions au salon de l'étudiant. Il y a des étudiants qui hésitent entre faire un bachelor universitaire de technologie à l'IUT, qui est passé cette année en 3 ans, qui délivre donc un grade de licence à 180 crédits, et des étudiants qui hésitent avec la licence sciences de la vie. Donc, c'est des discussions qui nous animent en ce moment, et notamment la semaine dernière, j'ai réuni mes responsables de master. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la formation de but, c'est une formation qui est avant tout technologique. L'objectif avant tout, c'est de s'insérer professionnellement. D'accord? Donc, ce qui ressort des discussions après avoir étudié les contenus du but, c'est que les collègues de master prendront éventuellement le meilleur de but en master, mais que la plupart des étudiants qui sortiront d'un but et qui souhaiteront continuer en master devront refaire une L3, d'accord, où le contenu académique est beaucoup plus important et beaucoup plus solide qu'un but. Voilà. Donc, je vous le dis parce que c'est des questions que vous vous posez certainement. En tout cas, on est venu m'en poser au salon d'étudiants. Donc, c'est pour ça que je me permets de faire ce point. Donc, on a étudié les programmes de but, on a entendu nos collègues d'IUT. Donc, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à part le major de but, les autres devront repasser par un L3. En L3, après la L3, d'études, on voit qu'il y a une possible passerelle avec une école d'ingénieurs. Comment ça se passe? Alors, les passerelles avec les écoles d'ingénieurs, elles sont un peu à la carte, c'est-à-dire ça dépend des écoles, ça dépend des cursus, donc il n'y a pas une règle générale, mais globalement, la plupart des écoles d'ingénieurs prévoient d'intégrer, comme ils ont souvent une prépa intégrée, donc c'est en bac+5, de pouvoir intégrer les étudiants qui viennent de licence dans leur cursus ingénieur. Par contre, encore une fois, ça nécessite d'avoir un bon dossier, des bons résultats, etc. On a aussi ce type de transfert qui se fait à la fin de la première année, dans certains cas, à la fin de la 2e année aussi, vers des écoles qui recrutent quand l'étudiant est motivé à des bonnes notes. On fait des lettres de recommandation, on contacte les collègues
dans les différentes écoles et c'est possible d'avoir un transfert. Par rapport à ça, je reviens sur l'histoire du hors académie ou aussi de la formation. Sachez que à partir du moment où vous avez validé les 60 crédits d'une première année de licence de biologie ou de géologie, ou que ce soit en France, normalement, vous êtes pris entre guillemets, automatiquement, sous réserve qu'il y ait de la place, bien évidemment, si la licence 2 est pleine, dans les universités de France et d'Europe. C'est la loi européenne de formation. Une année, si vous avez un diplôme, validé en tout cas les crédits d'une année, vous devez passer dans l'année suivante. Et donc ça permet, si par exemple vous faites votre première année à Grenoble ou à Chambéry, de venir en deuxième année chez nous par exemple. Pour certains qui hésiteraient ou auraient des problèmes de logement un peu sous tension à Lyon. Voilà. Et puis, j'avais un autre truc à dire par rapport à ce que Sylvie avait dit, mais j'ai oublié, c'est pas grave. Oui, pour les buts. Oui, c'est ça. Les buts, c'est vraiment une formation qui s'arrête normalement à Bac+3. Et maintenant qu'ils ont intégré cette troisième année dans leur formation, effectivement, ça spécialise un peu plus, c'est encore plus professionnalisant qu'avant. Historiquement, il y avait des passerelles possibles, elles sont un peu moins présentes, ces passerelles. Voilà. Le temps est écoulé, je vous remercie à tous de votre attention. Si vous avez encore des questions, on se retrouve au deuxième étage, du bâtiment.